Je fais partie de ces femmes qui, au début de leur mariage, devaient avoir une séparation de biens pour ouvrir un compte. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Beaucoup de femmes s'engageaient. Elles étaient en mesure de faire ce que les hommes pouvaient faire. Si une femme n'a pas contrôle de son budget, n'a pas contrôle de son argent, qu'est-ce qu'elle peut faire toute seule? Elle a tout simplement pas la conduite de sa vie. Hello et bienvenue à toutes dans Nous, les investisseuses, le podcast qui vous aide à investir en vous inspirant du parcours d'autres femmes investisseuses. Je suis Johanna, la RH qui parle de finances personnelles et d'investissement et qui vous aide à vous lancer pour avoir la vie que vous méritez. Investir, c'est bien plus qu'obtenir un prêt immobilier et acheter un bien. C'est plein d'autres moyens de générer des revenus passifs en faisant travailler votre argent à votre service. Si vous me connaissez, vous savez que je suis adepte des investissements sans prise de tête. Ce podcast va devenir votre moteur. Alors, vous êtes prêtes ? C'est parti, on commence. Dionysos, l'agence WordPress, à l'écoute de vos besoins. Merci à Dionysos Digital de soutenir ce podcast. Hello et bienvenue dans l'épisode numéro 3 du podcast Nous les investisseuses. Dans cet épisode, nous allons parler de spéculation et comment vous pouvez investir sans spéculer et en respectant vos valeurs et vos convictions personnelles. Mais avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous à ma newsletter Le Rattrapage. C'est votre rendez-vous bimensuel pour apprendre comment investir et atteindre la liberté financière. Allez, c'est parti, on commence. Je parle souvent avec des personnes qui me disent que voilà, elles sont contre la spéculation, qu'elles veulent pas investir en bourse justement parce que elles ne veulent pas spéculer, investir dans des entreprises qui ne sont pas éthiques. Du coup, je voulais qu'on revienne sur le terme de la spéculation. La spéculation, c'est le fait de jouer sur le prix. Donc, de parier à la hausse ou à la baisse des prix. Et ça, la spéculation, c'est quelque chose qu'on fait sur le court terme. Donc, faut pas confondre la spéculation et l'investissement. Je vais vous donner quelques exemples d'outils de spéculation, des produits de spéculation. Ce sont des produits de trading qui sont réservés aux professionnels et qui sont très 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 risqués puisque vous pouvez perdre beaucoup plus que votre capital. Donc par exemple, vous avez la technique du short selling, c'est la vente à découvert, c'est ce que ça veut dire, qui consiste à vendre un titre que l'on ne possède pas en pariant sur la dévalorisation de l'action. Ça, c'est des exemples, il y en a encore d'autres, il y a les CFD, Contract for Difference, il y a le Forex qui permet de parier sur la variation d'une paire de devises. Voilà, tout ça, ce sont des produits, je vous ai dit, de trading qui sont utilisés par des professionnels sur du court terme. Il y a quelques particuliers qui les utilisent, mais globalement, si vous n'êtes pas un professionnel et que vous n'avez pas toute votre journée à passer devant votre ordinateur pour suivre vraiment l'évolution des cours, c'est quelque chose que je vous déconseille et de toute façon, c'est quelque chose qui ne vous est pas accessible. Ce n'est pas accessible aux particuliers des outils de trading, sauf ceux qui ont démontré qu'ils avaient des connaissances pour. Donc voilà. Moi, ce dont je veux vous parler, c'est d'investissement. L'investissement, en tout cas moi, de la manière dont je le vois, et je pense que on peut dire que c'est une définition générale, un investissement, ça s'apprécie sur le long terme. Et là, il y a toute une différence parce que vous n'avez pas besoin d'être professionnel pour investir. Il y a plein de manières d'investir, je l'ai déjà dit et on en parle dans la newsletter. Et je voulais vous montrer que vous pouvez investir dans des entreprises et investir de manière, on va dire, éthique, responsable. J'aime pas trop le terme éthique parce que pour moi, l'éthique, ça veut tout et rien dire. Je considère qu'il y a autant d'éthique que de personnes. Parce que moi, j'ai certaines valeurs que je défends et des convictions personnelles qui ne sont pas les mêmes que une copine, que ma voisine, que ma cousine, voilà. Donc c'était ça l'idée. Mais on va voir déjà les moyens que vous avez à votre disposition pour investir différemment et en respectant vos convictions personnelles, c'est très important, ça je l'ai bien compris. Alors, le premier point, je voulais vous soulever, c'est la finance durable, vous parler de la finance durable et voir si c'était une solution possible pour investir de manière, entre guillemets, éthique. Alors déjà, c'est quoi la finance durable ? En fait, c'est des activités financières qui permettent d'améliorer l'intérêt de la collectivité sur le long terme. Donc ça va se jouer sur plusieurs domaines. Et donc du coup c'est vrai qu'on est dans un monde où on pollue beaucoup, on consomme énormément et de plus en plus on est alerté et on est informé des dégâts que l'on produit sur la planète. On voit les conditions de travail de certains salariés à l'étranger ou peut-être même dans nos pays, en France en l'occurrence, et on ne veut pas participer à ça quand on investit dans une entreprise. Et on est de plus en plus nombreuses à vouloir
avoir un impact positif en fait sur notre monde, et je vais vous montrer que c'est possible via l'investissement. Donc la finance durable, ça regroupe 3 grands concepts qui sont la finance solidaire, la finance responsable et la finance verte. On va rentrer dans le détail. La finance solidaire, en fait, elle va permettre de faciliter le financement de projets, des projets à forte utilité sociale. Donc ça peut être de la réinsertion professionnelle, du mal logement. Et en fait, il faut bien comprendre que, voilà, quand vous investissez dans la finance solidaire, on va dire que vous participez, mais c'est pas forcément des projets qui vont être rentables. Le but, c'est pas ça, en fait. La question, elle est plutôt sociale. Et au niveau des projets financiers qui vont être que vous pouvez financer dans le cadre de la finance solidaire, vous avez un label qui certifie justement les projets, qui est le label Finansol. Sinon, vous pouvez aussi, il y a d'autres moyens d'investir, d'aider et de faciliter justement le développement de ces projets avec le microcrédit et les prêts solidaires. Ensuite, je vous disais, dans la finance durable, vous avez aussi la finance responsable. Alors, la finance responsable, ça veut dire quoi ? Ce sont des investissements, peut-être que vous avez déjà vu, vous avez déjà entendu parler d'investissement ISR, investissement socialement responsable. En anglais, on dit SRI. Vous avez des fonds d'investissement ISR qui vont regrouper des entreprises qui ont eu une bonne note à une grille qu'on appelle la grille ESG, qui veut dire environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, ces entreprises qui ont démontré, qu'on a évalué, et on a pu voir que au niveau environnemental, elles mettaient en place certaines mesures, au niveau social, au niveau de la gouvernance. Et donc du coup, celles qui ont une bonne note, elles vont être intégrées par des gestionnaires dans des fonds ISR, et vous pouvez éventuellement investir dans ces fonds-là. Ensuite, le 3e volet qu'on a dans la finance durable, c'est la finance verte. Donc ça, c'est pour financer les projets positifs pour l'environnement. Et il y a un label justement qui réglemente tout ça, c'est le label Greenfin. Donc ce label, il va labelliser, désolé du terme double, les fonds qui vont investir dans des projets dits verts. Et on a aussi, ce qu'on connaît beaucoup, c'est les obligations vertes, ou en anglais Green Bonds, qui sont des obligations d'État qui vont financer des projets qui contribuent à la transition écologique. Donc voilà, quand vous allez je rappelle rapidement ce que c'est qu'une obligation, c'est un prêt. Quand vous prêtez de l'argent, vous pouvez prêter de l'argent à une entreprise, on appelle ça une obligation d'entreprise, vous pouvez prêter de l'argent à une collectivité territoriale ou à un État, ce qu'on appelle les obligations d'État. Et quand vous faites ça, au niveau des obligations vertes, l'État ou la collectivité s'engage, en tout cas, l'argent de ces obligations-là, de cet emprunt, il va vraiment servir à financer des projets qui contribuent à la transition écologique. Maintenant, je vais pas vous mentir, on est dans du business, c'est de l'investissement, il y a quand même des risques, et il y a quand même, pas des risques, il y a quand même des limites, il y a toujours des risques en investissement, mais il y a quand même des limites à prendre en compte pour investir de manière éclairée. C'est pas parce qu'on vous dit que c'est vert, c'est pas parce qu'on vous dit que c'est responsable, que c'est éthique, que ça veut dire que c'est le cas. Je ne pouvais pas ne pas vous parler du greenwashing, ou en français on appelle ça l'éco-blanchiment. C'est une technique en fait de marketing qui vise à utiliser l'argument de l'écologie de manière trompeuse pour améliorer l'image de l'entreprise. Et c'est apparu pour la première fois aux USA dans les années 80. Ça concerne tous les secteurs, donc ne pensez pas que c'est sur certains domaines d'activité, c'est pas les Total et compagnie, ça concerne vraiment tous les domaines. Et justement, je vais vous donner quelques exemples de greenwashing. On peut attribuer ça à du greenwashing. Moi, je pense vraiment. Vous connaissez tous la société H&M qui a lancé un concept, une campagne conscious en 2011. Justement pour prôner le recyclage des vêtements, etc., l'utilisation de certaines matières pour confectionner les vêtements, alors qu'on sait très bien que H&M c'est une société de la fast fashion et que conscious c'est une goutte d'eau dans l'océan de pollution de H&M. Ensuite, vous avez par exemple Intermarché, encore en 2011, qui ont sorti leur label responsable au niveau de la pêche, sauf qu'en fait pipeau, puisque le seul label qui est reconnu et qui existe, c'est le label MSC. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont joué sur leur label à eux, en utilisant les mêmes couleurs, les mêmes couleurs que le label légal, le label reconnu MSC.
Et voilà, donc c'est des outils comme ça que les entreprises vont utiliser dans leur marketing, dans leur packaging. Par exemple, vous avez Orangina qui appuie beaucoup sur le fait que Orangina, que les boissons sont faites à base d'orange, sauf qu'en fait quand on goûte on sent plus le côté synthétique, enfin le côté artificiel que l'orange, hein. Moi perso j'aime pas du tout cette boisson, mais à part la bouteille on va dire qui est écologique puisqu'elle est en verre, mais on peut pas vraiment dire que l'Orangina c'est très bon pour la santé, hein. Voilà, ça c'est des techniques utilisées justement par des entreprises qui s'assimilent et qui s'apparentent à du greenwashing. Alors, je tiens à dire que le greenwashing, c'est totalement illégal, et depuis avril 2021, les députés ont durci les sanctions pour les entreprises qui pratiquaient ça. C'est pas autorisé d'essayer de tromper les consommateurs. L'autre limite dont je voulais parler en dehors du greenwashing, c'est un phénomène que j'ai constaté à mon petit niveau. J'en parlais avec une copine justement qui se posait les questions justement de l'éthique et tout, et je lui disais que voilà, moi j'ai un avis très très dur sur tous ces types de labels, etc., parce que quand on creuse un peu plus, on est un peu surpris de ce qu'on trouve. Et souvent, enfin des fois, on va trouver dans des fonds d'irresponsables, par exemple des fonds ISR, donc investissement socialement responsable, des entreprises un peu surprenantes. Puisque par exemple il y a un indice américain qui est censé être responsable, et dedans vous retrouvez quoi comme société? Vous retrouvez du PepsiCo, du Coca-Cola. Personnellement, pour moi, je ne considère pas que ce soit des sociétés très responsables, en tout cas au vu de ce que j'entends par responsable, mais voilà. Donc en fait, c'est la problématique au niveau des fonds, c'est que ce sont les gestionnaires en fait qui vont prendre les entreprises qui ont des bonnes notes et tout, et vont les mettre dans les fonds. Donc après, faut aller vérifier et creuser pour voir si on trouve que le fonds il répond vraiment à une certaine éthique, à une certaine responsabilité. Voilà. Et sinon, il y a un autre sujet aussi qui est apparu, je sais plus si c'était l'année dernière, en 2021. D'ailleurs, j'avais fait deux posts sur le sujet sur LinkedIn qui ont fait des flops totaux, qui ont fait un gros flop chacun. C'était sur les entreprises à mission. Les entreprises à mission, c'est une caractéristique qu'une entreprise peut décider de mettre dans ses statuts d'entreprise, pour dire que voilà, elle a une mission particulière, une vocation, enfin c'est vraiment, on peut dire un peu comme un manifeste. Et en fait, j'étais un peu en colère de voir que la première société du CAC 40, donc de l'indice phare français du CAC 40, à avoir adhéré, on va dire, avoir mis dans ses statuts le terme d'entreprise à mission, c'était Danone, et que 6 mois après ça, ils ont procédé à un plan de licenciement assez important. Et donc moi j'ai trouvé que cette entreprise n'avait rien à faire dans l'entreprise à mission, et du coup voilà, je trouvais que c'était encore du marketing et de la communication trompeuse. Pour autant, est-ce qu'on va dire que les entreprises à mission c'est du pipeau? Je ne pense pas. J'ai pu échanger brièvement sur LinkedIn encore une fois avec le fondateur d'une petite start-up qui s'appelle Hublot. Et en fait, c'est une société qui fait du pressing éco-responsable. Et en discutant avec lui, j'ai compris que voilà, c'était vraiment important pour lui d'être une entreprise à mission, et derrière ça, il y avait des contraintes administratives et financières, mais c'est sûr que quand on est une petite structure et qu'on a vraiment une activité en lien avec de l'écologie, qu'on veut impacter positivement le monde, et une grosse société voilà qui a d'autres moyens en termes de ressources humaines et de ressources financières, c'est pas comparable l'effort qui est fait. Et en fait voilà, ce que j'ai apprécié dans cette entreprise Hublot, c'est que déjà l'activité elle est durable puisque c'est du pressing éco-responsable, et il y a vraiment une transparence au niveau de leur site. Hublot, ils vous disent que le pressing écologique ça n'existe pas, parce que déjà laver des vêtements c'est pas écologique, et donc ça j'ai apprécié ce discours là, mais que voilà, eux ils faisaient du pressing éco-responsable. Donc voilà, ça moi j'appelle ça vraiment une entreprise à mission, ce qui n'est pas le cas de Danone. Bon, j'ai tapé sur eux, mais j'ai tapé sur d'autres boîtes avant. Donc ça c'est vraiment au niveau des limites. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres moyens en dehors de ces fonds labellisés d'investir de manière éthique? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Comme je vous l'ai dit, il y a autant d'éthique que de personnes. Donc voilà, je vais vous présenter des moyens d'investir de manière éthique entre guillemets ou responsable. Vous pouvez investir dans les ressources naturelles. Par exemple, dans la newsletter, je vais vous parler bientôt d'investir dans les forêts. Vous pouvez investir dans les forêts justement pour encourager le reboisement des forêts. Enfin, il y a plein de moyens.
Vous pouvez financer des projets à impact. C'est quoi des projets à impact? C'est très large. Vous pouvez vous pouvez participer à des campagnes de crowdfunding immobilier, en particulier sur des projets bien spécifiques comme l'habitat écologique, comme les logements sociaux. Ensuite, vous avez aussi du crowdfunding d'entreprise, plutôt de projets, où là, ce sont des projets à différentes, qui ont différentes finalités. Par exemple, vous pouvez avoir des projets qui visent à favoriser la transition écologique. Donc, par exemple, moi, j'ai pu voir un projet, c'était de protéger les écosystèmes aquatiques. Voilà, un exemple de projet qu'on peut financer via une campagne de crowdfunding. Vous avez des projets sur la santé. Donc j'ai vu un projet qui était de développer la bioprothèse Matisse qui permet une reconstitution mammaire naturelle et simple en une seule chirurgie. Donc ça c'est important. Voilà, il y a plein d'autres manières d'investir de manière éthique. Maintenant, voilà, c'est un peu comme, je trouve que c'est un peu comme l'écologie, où non, le bio, c'est malheureusement c'est réservé à une certaine partie de la population parce que c'est pas accessible à tout le monde, c'est plus cher. Et l'investissement responsable, c'est aussi destiné à certaines personnes parce que derrière il faut être éduqué, il faut s'informer, il faut aller creuser, comme je vous disais, regarder dans le fonds ISR quelle entreprise il y a. Tout ça, ça demande du temps, des compétences, mais voilà, j'atténue mon propos. Il y a quand même des entreprises qui sont spécialisées là-dedans et qui permettent de le faire facilement. Je pense par exemple à la société Good Invest, il y a Lato, je crois que c'est ça, la société qui permet, Lita.co, pardon. Je vous mettrai les liens dans la description, ce sera plus simple, justement qui sont spécialisés dans ces investissements-là. Maintenant que je vous ai donné les moyens d'investir sans spéculer et en respectant vos convictions, je voulais juste qu'on se pose et qu'on se demande, pour moi, c'est quoi? Dans quoi j'ai envie d'investir? Comment vous allez pouvoir fixer vos propres objectifs? Déjà, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de lister les investissements qui sont rédhibitoires pour vous, ceux que vous ne voulez vraiment pas. Même s'ils pouvaient rapporter gros, vous n'en voulez pas. Moi, par exemple, c'est l'investissement dans les matières premières alimentaires ou les métaux précieux. Ça, c'est quelque chose que je ne dérogerai pas. Donc, à vous de lister les investissements rédhibitoires pour vous. Ensuite, vous pouvez aussi lister les sujets, les secteurs qui vous intéressent. Par exemple, ça peut être financer des startups, justement dans la santé, je sais pas, des constructions immobilières écologiques ou sociales, les entreprises responsables. C'est à vous de voir et de lister justement ce qui vous intéresse. Et bien sûr, toujours quelques règles à suivre et à respecter, c'est zéro spéculation, on a dit. On oublie les produits complexes de trading qui sont réservés aux pros, mais je pense que là, on est d'accord sur ce point. N'investissez que dans ce que vous comprenez, c'est hyper important. C'est pas parce que la voisine vous a dit, ou votre chéri vous a dit, oui, ça c'est intéressant et tout, non. Investissez vraiment quand vous avez compris. C'est pas grave, si vous ratez le train, il y en aura un autre qui arrivera. Investissez dans ce que vous comprenez, donc prenez bien le temps de comprendre, de vous informer avant d'investir. Et aussi, ça c'est une règle globale en général, n'investissez que n'investissez que dans ce que vous êtes prêt à perdre. Car forcément, si on peut gagner en investissement, on peut perdre, donc c'est important que je vous le rappelle que quand on investit, même dans des projets à impact, on peut perdre de l'argent. Donc pour éviter ça, c'est bien de diversifier et de privilégier l'investissement long terme pour réduire justement les risques de perte. Donc ça c'est vraiment moi ce que je pratique. Je diversifie vraiment au maximum et je vise le long terme parce que j'ai pas que ça à faire de suivre sur du court terme des investissements. Voilà, j'ai pas envie d'y réfléchir, je laisse le cours naturel des choses se faire et puis je surveille de temps en temps. Donc j'ai terminé pour cet épisode de podcast sur l'investissement responsable. Alors ce qu'on a vu, ce que c'était que la spéculation patouche. On a vu qu'on pouvait investir de manière responsable grâce à la finance durable, donc avec la finance solidaire responsable et la finance verte. On a vu aussi les limites justement des fonds et de ce type d'investissement. On a vu qu'il y avait plein d'alternatives d'investir, même si ça rapporte pas énormément, au moins ça respecte vos valeurs. Et puis on a vu les règles, les objectifs que vous pouvez vous fixer justement pour respecter vos convictions et investir. Voilà, parce que c'est important d'investir pour se protéger des aléas de la vie, je vous le dis souvent, mais de manière responsable et en respectant vos valeurs. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu.
Si ça vous a plu, je vous invite à liker et à partager au maximum de personnes pour me donner la force. Et si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous à la newsletter, je vous mets le lien dans les notes du podcast. Vous allez voir, j'ai plein de sujets qui arrivent et je vous dis à la semaine prochaine pour le 4e et dernier épisode solo. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Vous trouverez toutes les notes en description. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le autour de vous en me taguant et lâchez-moi un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi laisser un avis et je serai super contente de le lire. Vous aiderez ainsi le podcast à être bien référencé et que plus de personnes puissent le découvrir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Nous les investisseuses.